servir, c'est mon choix, mesdames, messieurs, bonjour chez vous. Vous avez choisi également de suivre cette émission Discas qui vous apporte de la lumière sur différents sujets bien sûr liés à la République démocratique du Congo, liés au monde entier. Eh bien, Discas reçoit pour vous de gens qui ont de la matière. C'est ici, dans ce plateau, que nous débattons, nous discutons, nous décortiquons tout ce sujet qui vous intéresse, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous parlerons aujourd'hui de l'Avant. L'Avant, Joseph Kabila Kabange, pendant, c'est-à-dire sa prise de pouvoir, ses 18 ans, nous parlerons également de l'après-Joseph Kabila. Alors pour faire ces bilans, pour parler de ces sujets, pour parler de ces grands hommes qui a marqué l'histoire de la RDC, vous êtes d'accord avec moi? Nous recevons sur ces plateaux M. Jean-Claude Mouewa, il est cadre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Il est également ancien diplomate, ancien directeur adjoint de la presse présidentielle à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Bonjour M. Jean-Claude Mouewa. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors là, nous vous recevons sous la casquette de cadre du FCC. Je suis cadre du FCC, oui. Voilà, alors et le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Très bien. Pour commencer, nous allons parler de l'Avant. L'Avant, ça veut dire comment Joseph Kabila Kabange est-il arrivé au pouvoir? Nous le savons tous. Vous connaissez l'histoire, mais il y a deux choses que vous et moi ignorons encore. Monsieur Jean-Claude Mouewa vient partager avec nous cette expérience. Il va essayer de se mettre dans la peau de Joseph Kabila Kabange. La première question est celle-ci. Comment un jeune homme de 30 ans, à la maison, vous nous suivez, à 30 ans, il y a beaucoup qui ne savent pas encore prendre de responsabilités, prendre de lourdes décisions. Eh bien, Joseph Kabila Kabange, à 30 ans, touché par la douleur, celle d'avoir perdu son père, il atterrit à la tête de la République démocratique du Congo. Dans quel état? Sans être préparé? Alors, monsieur Jean-Claude Mouewa, qu'avait-il fait? Il s'appuyait sur qui, sur quoi, pour en fait éviter de subir le poids du risque? Vous avez sorti une phrase que j'ai retenue, disant que je vais me mettre dans la peau du président Joseph Kabila. C'est compliqué, c'est difficile. Je n'ai jamais été président de la République, je pense jusque-là. Mais je vais peut-être essayer de donner mon court témoignage. Vous savez, vous l'avez souligné, tout le monde sait dans quelles conditions. Monsieur Joseph Kabila Kabange accède à la magistrature suprême de ce pays après avoir perdu son père, son mentor, celui qui l'a éduqué, celui qui lui a montré le chemin, l'amour de ce pays, qui a disparu dans des conditions très dures. Et donc il fallait entamer cette étape déjà en perdant son père, c'est-à-dire c'est le deuil. On perd son père dans des conditions difficiles, c'est un deuil familial qu'il faut gérer en tant que fils aîné, et c'est en même temps un deuil national qu'il faut gérer, donc la famille au niveau national aussi, parce que nous avons perdu le président de la République en pleine fonction, dans son bureau de travail, et personne ne s'y attendait. Conséquence, il fallait vite continuer à gérer l'État, et le choix est tombé sur Joseph Kabila Kabange à 29 ans. Vous vous rendez compte? Et à ce moment-là, il fallait en même temps faire preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de discipline et beaucoup de concentration dans ces nouvelles charges, alors même qu'on était en plein deuil, je l'ai dit tout à l'heure, de son défunt père d'heureuse mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Et donc, vous vous rendez compte, à 29 ans, un pays aussi complexe que la République démocratique du Congo, qui est attaqué, qui est envahi par des armées étrangères, qui est sous 3 ou 4 administrations distinctes, qui est en lambeaux. Les défis sont nombreux. Et lui, le premier défi, il était d'abord de réunifier ce pays. De réunifier, de poursuivre en même temps l'œuvre de reconstruction entamée par feu le président M. Laurent Désiré Kabila, mais aussi faire preuve aussi de beaucoup d'humilité face à tous ceux qui pouvaient constituer un obstacle
à cette œuvre-là qui était déjà entamée par Mzee. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il ne pouvait pas le faire seul. Est-ce qu'on va donner raison à ces gens? Parce qu'il y a certaines langues qui disent que Joseph Kabila, pendant plusieurs années, après la mort de Mzee, il n'avait pas géré le pays et que c'était plutôt les Occidentaux qui dictaient des ordres à la RDC et que Joseph ne faisait que réaliser, respecter tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand même, sans être préparé, était-il capable de mener, de conduire ce train? En tout cas, après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, il n'y avait qu'un seul président de la République, c'était Joseph Kabila. Et Joseph Kabila avait les charges de chef de l'État, chef d'État. Et en tant que chef d'État, c'est lui qui était le commandant suprême des armées, c'est lui qui était le numéro 1 de l'exécutif, c'est lui qui était la première institution nationale, et donc tout le monde a vu ses premiers pas. Les décisions qui étaient prises quant à l'ouverture face à ceux-là qui combattaient la République dans des rébellions, ou ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Mzee Laurent Désiré Kabila, toutes ces décisions d'ouverture ont été prises par Joseph Kabila en âme et conscience, tout le monde le sait, et si bien que le processus même de réunification a été autorisé par le président Joseph Kabila en arrivant. Il a libéralisé les choses, il a autorisé, vous le savez bien, la reprise des activités du facilitateur de l'époque, Sir Ketumila Masire. Et puis j'ai parlé d'humilité, il s'est humilié pour que le Congo gagne. Et il avait pour première mission de réunifier la RDC, qui est resté un seul morceau, alors qu'il était menacé d'éclatement. Et donc vous voyez que tout ça, c'est un Congolais qui a géré son pays dans des moments très difficiles, alors qu'il accédait au pouvoir d'État auquel il ne s'attendait pas. C'était un homme de troupe, c'était un officier de notre armée nationale, et il faisait son travail en tant qu'officier, et du jour au lendemain, on le mène dans l'arène politique que tout le monde connaît. Ce qui n'était pas facile. Alors, Monsieur Mouéwa, on va clore ce chapitre de l'avant Joseph Kabila, ou de comment est-il arrivé au pouvoir, avec une question. Essayons un peu de faire la différence entre le père et le fils. Mzee Laurent Désiré Kabila, on peut juste survoler son comportement. C'était quelqu'un plutôt ouvert. On pouvait le déchiffrer. Il disait tout haut ce qu'il pensait. Et voilà. Alors, on va vers le fils. On le trouve très renfermé, indéchiffrable, surprenant. Donc, son attitude était vraiment l'opposé de son père, pour ne parler qu'attitude. Alors, qu'est-ce qu'il cachait? Est-ce la peur de s'engager, de dire c'est dont il pensait? Est-ce une certaine méfiance? Qu'est-ce qu'il avait derrière? En fait, essayons de comprendre ces comportements de Joseph Kabila. Je pense, humblement, je ne veux pas prétendre connaître tout ça, et comme un acteur, enfin, comme observateur, c'est vrai, Mzee Laurent Désiré Kabila avait sa manière d'être, mais son propre fils a aussi son caractère. Et nous avons vécu deux personnes tout à fait différentes. Si le père était assez ouvert et parlait, le fils a été pour longtemps quelqu'un de renfermé et qui préfère que les actes parlent à sa place. Mais n'oublions pas que le père éduque le fils. Et donc, il est le produit du père. Le père s'exprimait, mais lui mettait en action les enseignements qu'il a appris du père. L'enfance a été difficile. Si vous saviez très bien, tout le monde le sait, que Mzee Laurent Désiré Kabila n'était pas en odeur de sainteté avec les autorités zaïroises de l'époque. C'était un opposant, c'était un maquisard. Et la vie de Macky, c'est une éducation stricte. C'est parce que la survie même des personnes en dépend. Donc, il est important de savoir que tout cela a forgé le caractère de Joseph Kabila, qui, pour ceux qui l'approchent et qui le connaissent, et même d'autres, d'ailleurs, finalement, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un de convivial, d'abordable, de renfermé peut-être, mais qui préfère s'exprimer par ce qu'il fait. Et d'ailleurs, souvent, il a souvent dit que mieux vaut
avant de parler, il faut être sûr que ce que l'on dit vaut plus que le silence. Et nous comprenons aujourd'hui que le silence, parfois, il est d'or. Ok. Le silence, il est d'or, mais nous n'allons pas garder silence. On va parler, on va décortiquer, on va vraiment parler de ce temps. En 2001, Joseph Kabila atterrit, il prononce son premier discours, il prend ses engagements vis-à-vis de la RDC. En 2006, on organise 2 élections, il est président élu démocratiquement. En 2011, il y a eu un autre discours parce que, étant réélu président de la République, alors pour certaines langues, tous ces discours prononcés par Joseph Kabila Kabange, ces discours d'investissement sont restés lettres mortes. Il a promis tellement de choses. Par exemple, en 2006, il a promis de faire du rétablissement de la sécurité sur tout le plan, sur tous les territoires, sa priorité. Quelques années après, même pendant son règne, la sécurité n'a pas vraiment obtenu gain de cause. C'est un exemple que je prends. Alors, pour ces personnes... Vous dites en 2006. En 2006, un discours de 2006. Oui. Alors, je suis sûre que c'est une façon de voir des choses qui n'avait pas changé jusqu'en 2011. Il est resté campé sur sa position de lutter pour donner aux Congolais ce que lui trouvait mieux. Alors, a-t-il réussi réellement? Parce que beaucoup disent que ces discours sont restés lettres mortes. Quel bilan faites-vous de tous ces discours et qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser? Vous parliez de discours d'investiture au début. Tous ces discours. S'il y a eu discours d'investiture, il y en a eu 3. 3. Parce que le président Joseph Kabila a été investi 3 fois. 3 fois. La question est de savoir, est-ce que les gens ont lu ces discours pour en faire un bilan après? Et pendant l'exercice de ses fonctions, en tant que chef d'État, il a eu plusieurs d'autres discours qu'il a tenus. Il faut que nous ayons l'habitude de lire. Et chez nous, souvent, les gens ne lisent pas, ils jugent sur une donne qui n'est pas fondée sur ce qui a été prononcé. Parce qu'un discours d'investiture, ça reste une sorte de feuille de route pour la personne qui entre en fonction. Et donc, le président avait promis qu'il ferait tout pour que la paix soit rétablie en RDC en 2001. Et c'est ce qu'il a fait, avec beaucoup d'humilité et d'abnégation. Il s'est ouvert à ceux-là qu'il affrontait. Comme disait le professeur Elika Mbokolo, vous vous rappelez tous de Sun City, qui est l'aboutissement de cette ouverture, où il a dit, en fait, on a appelé tout le monde, on a dit, monsieur, mettez-vous, vous voulez quoi? C'est ce qui s'est passé. Et nous savons tous que c'est ce qui s'est passé. Finalement, en 2000, donc la paix a été rétablie, ce pays qui était en morceaux s'est retrouvé en un seul. Les ennemis d'hier se sont mis ensemble pour gérer ensemble le pays. Vous savez, pour que le Congo existe, il faut d'abord, pour que le Congo fasse des miracles, il faut d'abord qu'il existe. À ce moment-là, il était prêt à être désintégré. Et du coup, la stabilité, le recouvrement de la paix, la stabilité, l'unité du territoire qui a toujours été, mais alors toujours, une loi sacro-sainte dans l'esprit du président Kabila, a été une chose effective. Et à ce moment-là, on a alors mis en place plusieurs réformes, en commençant par la réforme institutionnelle, parce qu'une fois que toutes les administrations étaient réunies en une seule, on a commencé alors à gérer le pays en fonction d'un État qui existe, un État normal, parce que le Congo était presque un État failli. Vous avez vu comment il fallait en même temps construire la nation, enfin plutôt l'État qui n'existait pas, mais en même temps affronter les défis de la construction, de la reconstruction, des infrastructures de base qui n'existaient plus, le côté économique qui n'était même plus existant. Il fallait, avec le concours de ceux-là qui se combattaient hier, qui sont redevenus ensemble pendant le 1+4, il fallait commencer à bâtir cet État. Après cela, il fallait en même temps, ne perdons pas de vue, doter à ce pays une constitution qui n'existait plus, sur base de laquelle on allait organiser le fonctionnement de l'État. Et là, il y a eu, vous vous rappelez bien, les élections qu'il fallait préparer, qu'il fallait organiser, avec l'appui des partenaires extérieurs. Et nous avons connu nos premières élections libres en 2006, remportées par le président Joseph Kabila, et ensuite
d'autres choses ont suivi, mais je parlais de cette époque-là et je pense que ce sera peut-être la prochaine question pour savoir ce qui a suivi. Voilà, effectivement, vous avez parlé de tout ce que Joseph Kabila devrait réaliser, tout ce qu'il a promis et ce qu'il a trouvé, l'état dans lequel il a trouvé le pays. Vous avez relevé les concours économiques qui n'étaient presque plus existants, qui n'étaient plus au top. Alors, j'ai une question. Joseph Kabila a-t-il trouvé important pour sauver l'économie de son pays de signer un contrat avec le Chinois, ces contrats chinois qu'il a mis en porte-à-faux avec les Occidentaux? Est-ce que c'était important de tendre la main aux Chinois pour sauver l'économie de l'RDC? C'est vous qui le dites, en disant que ça l'a mis en porte-à-faux. Mais vous savez, le Congo est un grand pays qui a beaucoup à offrir et qui a beaucoup à attendre des partenaires extérieurs. Si nous avons ce qu'on a appelé les partenaires traditionnels, vous avez parlé de nos amis occidentaux, le Congo s'est aussi ouvert à d'autres économies, comme c'est le cas pour tout pays au monde. Tous les pays du monde ont des partenaires à l'extérieur. C'était la même chose que le président Kabila a voulu pour le Congo. Nous avions les échanges avec nos partenaires traditionnels, États-Unis, Belgique, France, autres, Canada, Grande-Bretagne, et il y en a d'autres. Et cette fois-là, d'autres aussi, qu'on appelle les pays émergents, ont frappé à la porte de la RDC. Rien ne pouvait empêcher, puisque tout le monde le fait, au Congo de diversifier ses partenaires. C'est d'ailleurs ça qui fait vivre tous les autres pays que j'ai cités. Ils n'évoluent pas en vase clos, ils sont aussi en coopération bilatérale et multilatérale avec les pays du monde. C'est ce qui s'est passé chez nous. Et à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est un problème qui est né. Parce que nous dans un premier temps, c'était une nouveauté, mais après tout le monde s'est adapté. La preuve, nos partenaires traditionnels ne sont jamais partis. Ils sont là. Les entreprises occidentales sont au Congo et les entreprises de pays émergents aussi. Et il y a même la coopération africaine, interafricaine, qu'on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, nous avons nos amis comme l'Afrique du Sud, comme, je peux en citer plusieurs, l'Angola, comme la Zambie, pour parler de l'Est, comme l'Ouganda, qui ont des relations économiques avec la RDC. De bonnes relations. Voilà, de bonnes relations. Alors, vous voulez dire que sur le plan économique, Kabila a réussi? Joseph Kabila a fait sa part sur le plan économique. Okay. J'aime bien dire souvent qu'il faut comparer le Congo au Congo. Le Congo de 1960, le Zaïre de 1967 ou 71, et le Congo, la République démocratique du Congo, 1997 à ce jour, pour comprendre d'où nous venons. Vous savez bien que l'ancien président Mobutu avait fait sa part aussi pour que ce pays puisse être un des grands pays qui rayonnait dans l'Afrique, mais les circonstances politiques ont fait que certaines percées économiques se sont écroulées. Et lorsque l'AFDL est arrivé à Kinshasa au pouvoir d'État, nous connaissons tous le bilan. Il n'y avait rien dans les caisses de l'État, il n'y avait pas d'économie, nous étions par terre, les grands agrégats macroéconomiques n'existent plus. Vous savez, le taux d'inflation, vous connaissez le budget à cette époque-là, mais quand même, en 1997, avec Mouzé, on a commencé à essayer de nous redresser. Jusqu'à ce que malheureusement, il est assassiné, alors qu'il prenait déjà de l'essor en interpellant les Congolais sur la capacité d'eux-mêmes à pouvoir faire en sorte que nous nous prenions en charge. Et le président Kabila, Joseph, dès qu'il est arrivé aux hautes fonctions d'État, il a poursuivi sur la même lancée, mais en faisant en sorte que ceux-là qui allaient le rejoindre dans la collaboration privilégient l'économie. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez, en 1960, le Congo avait pour budget de l'État de 25 millions de dollars. En 1997, le Congo avait 581 millions de dollars de budget. Mais sous Joseph Kabila, on est arrivé à 6 milliards. Bien sûr, pour le Congo, ce n'est pas costaud. Mais quand on regarde le rapport, c'est quand même quelque chose. On peut aussi parler du taux de croissance. Sous Joseph Kabila, il est quand même arrivé à frôler même les 2 chiffres.
Ça, on peut quand même le lui reconnaître. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Les chiffres, on pouvait les donner. On peut aller dans l'éducation oui. ou les profs d'université et tout le reste. Ce sont des éléments de référence, hein, les rémunérations des profs d'université. Au début, ils étaient à combien? Quand Joseph Kabila cède le pouvoir d'État après élection, ils sont arrivés à combien? Les réserves internationales, je terminerai par là, si vous le savez bien, en 1970, ils étaient à 62 millions de dollars, les réserves internationales. Mais au départ du président Kabila, on avait atteint 1,150 milliard de dollars dans ce pays. Est-ce que de là, on ne peut pas dire qu'il y a eu quelque chose dans ce pays? Je n'ose pas rentrer dans les autres réformes qu'on a vues, le système bancaire, les agrégats macroéconomiques, que certains premiers ministres qui ont accompagné le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila, ont pu voir et ont pu mettre sur le terrain. Alors, vous parlez de l'enseignement, des enseignants. Un point a été enregistré, c'est sans vous dire, un point positif et qu'en sort. Mais le barème Mboudi, le fameux barème jusqu'à présent, il monte au créneau, ces enseignants qui souffrent, qui pleurent. Et maintenant, ils voient comme une certaine lueur d'espoir avec Fachi qui propose de remonter un peu, d'augmenter, de payer, bien que nous n'en sommes qu'aux promesses, mais ils voient que Kabila n'avait rien fait pour le satisfaire, et maintenant que Fachi arrive, c'est lui qu'il faut applaudir parce que tant soit peu, il amène la solution à ce problème. Alors s'il faut évaluer ces points enseignement, vie des enseignants, moi, je ne ressens pas vraiment cette histoire, ces points positifs dont vous parlez, Monsieur Mwewa. Nous sommes dans la situation actuelle de l'après-Kabila, n'est-ce pas? Oui, nous sommes déjà dans la situation heureuse, si je puis l'appeler comme ça, parce que quand on parle de gratuité de l'enseignement, c'est un bonheur pour tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'abord un passé. Lorsque le président Kabila, lors du premier mandat, qu'il a reçu après élection, il a parlé de 5 chantiers. Il avait parlé de l'éducation. Et dans l'éducation, un des objectifs était la gratuité de l'enseignement. Et si vous vous souvenez bien, je crois qu'il y a quelques semaines, je viens de lire, quelques jours, un des anciens ministres, Joseph Kabila, a dit dans la presse que la gratuité de l'enseignement était déjà projetée, était déjà effective dans certaines provinces de la République. Quelque chose dans certaines provinces, c'est une information qu'on n'a pas eue, on n'est pas informé là-dessus. C'est un ancien ministre de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, il a affirmé, et c'était une bataille. Souvenez-vous, lors du mandat du Premier ministre Matata, il y avait, dans le cadre de ces 5 chantiers, le projet de construction des écoles, la gratuité scolaire, et surtout aussi de ramener la jeune fille à l'école. Et cela a été réalisé progressivement et les chiffres étaient croissants année après année. Il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que le Congo, il existe, il n'y a rien de nouveau, il y a des choses qui sont restées certes dans le pipeline. Et, chose heureuse, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en arrivant au pouvoir d'État, a parmi ses priorités, axer ses actions sur la gratuité scolaire. C'est une bonne chose et lui-même l'a dit que c'était un processus. Je me rappelle, le jour où il a été inauguré une école à Limete, il l'a dit à la presse, à des confrères, il l'a dit, c'est un processus. Ça commence et nous ne pouvons que nous en réjouir parce que notre pays, pour pouvoir aller loin, doit d'abord avoir un enseignement qui est disponible pour tous. Et c'est une chose à encourager. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez voir auprès des professeurs d'université la progression de leur rémunération. Il faut avouer que beaucoup de choses ont été faites. Sous Joseph Kabila, beaucoup de choses ont été faites. Et je suis convaincu, moi, que le président Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République actuelle, chef de l'État, va poursuivre ce qui était déjà dans le pipeline. Et on ne peut pas l'en empêcher parce qu'il a des résultats et il veut que le peuple voit qu'il a des résultats qui poussent. Ça, c'est vraiment le fruit de la continuité. Mais écoutez, tout pays au monde ne peut jouir que d'une continuité, qu'on se le dise.
les différents chefs d'État qui se succèdent viennent chacun faire sa part. C'est comme un édifice que l'on construit. D'autres ont mis la fondation, d'autres ont érigé les murs, et au fur et à mesure, chacun vient et il fait son bilan et continue. C'est un risque pour nous que de vouloir tout le temps comparer, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'actuel président de la République vient pour poser aussi sa part, tout comme Mobutu a posé sa part, M. Laurent Désiré Kabila a posé sa part, Kasavubu aussi, je ne les cite pas en ordre. C'est une continuité pour tout pays. Donc c'est normal que Joseph Kabila ait fait sa part, et aujourd'hui, le président, le seul que nous avons dans ce pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il pose aussi ses marques pour qu'un jour, quand il terminera ce premier mandat, peut-être qu'il en aura un deuxième, ça c'est des choses à venir, je le souhaite. Oui, ainsi. Bon, et donc, le jour où il fera le bilan de son premier mandat, il dira, voilà, je fais ceci, si vous pouvez m'offrir encore un autre mandat, je ferai encore ça. C'est tout à fait normal dans l'histoire de tout pays. Alors Monsieur Moura, nous allons très rapidement, on n'a pas assez de temps, je vous demanderai de faire un exercice, celui d'oublier un peu vos colorations politiques, oubliez que vous êtes membre du FCC, mettez-vous vraiment dans la peau du Congolais pour évaluer le 18 ans de règne de Joseph Kabila Kabange. Dans quel état a-t-il cédé le pays à Félix Tshisekedi? J'ai toujours été Congolais avant d'être de tel ou tel. Et pour éviter de plonger dans le fanatisme, pour parler et voir les choses que le Congolais voit. Parce qu'en étant dans un parti politique, on est obligé de servir peut-être son maître, on est obligé de ne pas trahir la main qui le nourrit. Dans un parti politique, il n'y a pas de maître. Il y a peut-être une autorité morale, mais il n'y a pas de maître. Okay. Il y a un leader, mais il n'y a pas de maître. Et vous savez, beaucoup a été fait en 18 ans en tout cas de règne au destiné de la République, président Kabila. Je vous ai donné quelques éléments dans le domaine économique. Bien sûr. Vous savez que le Congo soit un seul pays aujourd'hui, que le Congo ait une armée nationale aujourd'hui. Il faut le reconnaître, Joseph Kabila. Vous savez, les gens souvent citent l'Est. Bien sûr, c'est une zone qui est assez instable. Mais si l'Est de la RDC n'est pas parti, c'est parce qu'il y avait une armée qui résistait, qui se battait pour maintenir l'intégrité territoriale. Et cette armée avait un commandant suprême, Joseph Kabila, on ne peut le renier. Aujourd'hui, cette armée est classée comme la 10e au monde. Et quand il est parti, il a laissé entre les mains du nouveau président de la République et entre les mains de la nation, n'est-ce pas? Parce que c'est une armée nationale. C'est quelque chose de factuel qu'on ne peut nier. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui fonctionnent, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, nous avions trois ou quatre administrations, je vous le disais. Aujourd'hui, nous avons la première institution, président de la République, il y a le législatif, donc l'exécutif, il y a le Premier ministre avec son gouvernement, il y a le Parlement avec un Sénat, une chambre haute et une chambre basse. Nous avons les cours et tribunaux, et je vous signale que pendant le dernier mandat de l'ancien président Kabila, il y a eu l'achèvement du processus de rétablissement ou bien d'établissement des institutions judiciaires. Tout a été mis en place. Aujourd'hui, nous avons une cour de cassation, un conseil d'État, une cour constitutionnelle, je crois que je ne les cite pas en ordre, parce qu'il a tenu à ce que ces choses-là soient là. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est sur base de la Constitution de la République. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi, le 24 janvier 2019, il a pris les rênes de la République devant la Cour constitutionnelle, devant la nation, devant le monde entier, il n'a pas pris un pays en déliquescence, comme en 1997. Il n'a pas pris un pays amputé, comme en 2001, Joseph Kabila. Il lui a été remis un pays qui fonctionne. Et heureusement, aujourd'hui, nous le voyons à la tête de la nation, il conduit le pays, il a un Premier ministre et un gouvernement, les autres institutions sont là, n'est-ce pas un gain? Et le pays est resté le même et nous poursuivons. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je pense qu'il est aux Nations Unies pour représenter le pays et il dirige toutes choses
d'un pays qui fonctionne. Alors voyez-vous, chère madame, le bilan est positif parce que nous sommes partis de rien pour laisser quelque chose. Voilà, c'est votre bilan. Je vais me permettre de faire les comptes rendus d'un micro-baladeur. Okay. Je descends dans la population pour parler un peu de cette alternance. L'alternance que la République démocratique du Congo a vécue. Voilà, quelle histoire, quelle histoire. Tout le monde était là. Nous sommes tous témoins de cet événement. Grâce à Joseph Kabila, nous avons vécu cette alternance. Mais que dit la population? Cette population parle de la comédie pour juger Kabila, pour juger ses gestes. On recule un peu. On va à l'époque avant la campagne électorale. Joseph Kabila qui présente un dauphin, c'était M. Chadari. La population dit non, non et non, ça c'est de la comédie. Chadari n'est pas le vrai dauphin se retrouverait ailleurs. Alors maintenant que ça soit Félix Tshisekedi, et surtout que, voilà, on en parlera tout à l'heure, surtout qu'il y a eu un prétendu accord, je ne sais pas, vous serez ou non d'accord avec moi. Voilà, les gens disent non, c'est de la pire comédie, babongsi makamna bango, et zanangoka comédie, Kabila. Alors vous êtes là pour nous éclairer, cette population vous écoute. Vous avez dit Eza comédie balagisi babongisi Kabila zana poso kenete il fallait atika na pouvoir aluki faible maillon pour que atika ya diriger comme ça Félix Azo distraire biso. Je vous fais remarquer que vous ne vous êtes expliqué que dans l'une des 4 langues nationales. Est-ce que ce n'est qu'en lingala qu'on le dit ou on le dit aussi en chiluba? Dans toutes les langues. Ou on le dit aussi en swahili. Et donc, écoutez, c'est ça le problème de notre pays quelque part. Nous le disons souvent, c'est que nous oublions un peu d'où nous venons. Vers la fin de son mandat constitutionnel, le président Kabila ne cessait de répéter: la constitution de la République sera observée dans tous ses détails. On n'a pas cru. Il a dit il y aura passation de pouvoir dans ce pays. Il y aura alternance, on n'a pas cru. Il a fallu un processus assez long et assez tumultueux pour en arriver là. D'aucuns, dont je salue la mémoire, ont même perdu la vie parce qu'on leur a fait croire que c'était faux. Et pourtant, le résultat est là. Nous avons tenu à organiser nos élections avec nos fonds propres. C'est à mettre aussi sur le bilan du président Kabila, ce qui est une première. Hein. Et de ces élections, déjà au départ, il disait qu'il n'allait pas participer aux élections. Nous étions quelque part la veille du jour où il désignait le dauphin. Il était le seul à être détendu. Parce que les gens encore croyaient que le lendemain, il allait se présenter lui-même comme dauphin. On avait peur d'une autre surprise. Et la réalité a été autre. Mais pourquoi voulez-vous qu'on n'accepte pas qu'il y avait un dauphin en la personne, en tout cas pour notre famille politique, en la personne de l'honorable Emmanuel Shadari Ramazani? Nous sommes allés aux élections. Nous n'avons pas pu convaincre la population congolaise. L'opposition a convaincu. Félix-Antoine Tshisekedi a remporté les élections. Et le président Kabila s'est plié à la décision du peuple. Il y a eu alternance. Le 24 janvier, au Palais de la Nation, c'est historique, Dieu merci, j'y étais, il y a eu passation de pouvoir. Et aujourd'hui, le président de la République, il n'y en a qu'un et un seul, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parcourez tous les manuels, regardez tous les médias, on vous dirait que c'est lui le président. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Il gère le pays, il est le commandant suprême des armées et de la police nationale, et tout ce qu'il fait, c'est la première institution du pays. Que veut-on encore? Est-ce qu'il faut que le peuple voit autre chose par rapport à ce qui est réel et qui est palpable et qui est factuel? Je ne pense pas. Y a-t-il eu accord? Il y a certains politiciens, certaines langues, certaines sources qui disent qu'il y a eu un accord qui devrait avoir lieu avec M. Fayoulou, mais que, bon, un accord qui avait raté. Des arrangements entre Kabila et Fayoulou, et après, bon, parce que l'autre était ferme, il a refusé catégoriquement ce que lui proposait l'ancien président de la République, parce que selon lui, selon beaucoup de gens d'ailleurs, il cherchait à se maintenir d'une certaine façon, n'échanger qu'un costume.
n'échanger qu'un costume, être là en réalité sous couvert de quelqu'un d'autre, protéger ses intérêts, couvrir ses erreurs. Quand l'autre n'a pas voulu céder, il va se rabattre sur Félix Tshisekedi. Bon, ils se disent, écoute, tu es là, c'est pour gérer tout de moi. Bon, moi, je suis le patron, je t'engage. Bon, Madame. Voilà. C'est ça que les gens disent. Y a-t-il eu accord? Alors, s'il y en a eu un, en quoi consistait-il? Il faut avoir du respect pour un peuple qui élit ses dirigeants. Et c'est le cas pour le peuple congolais. Nous étions tous là lorsqu'il y a eu la campagne électorale. Elle était faite pour que chacun propose son programme qui puisse s'accorder avec la population pour qu'il soit élu. Tout le monde est parti en campagne. Et à la fin, il y a eu un vainqueur. Cependant, les résultats nous disent clairement que le cash, donc la famille politique du président actuel, le président Tshisekedi, a gagné l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Mais les législatives ont été remportées par la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et logiquement, nous étions dans une logique de cohabitation. Mais les deux forces ont compris que c'est quelque chose de nouveau pour notre pays. Déjà l'alternance pacifique et civilisée. Et ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour cohabiter afin de gérer le pays. Mais ils sont allés au-delà de ça. D'une cohabitation, ils ont dit le mieux pour notre pays, c'est une coalition. Rappelez-vous, la veille de la passation de pouvoir, donc le 23 janvier, nous avons beaucoup de choses à offrir. 2019, et le président Kabila s'est adressé à la nation, à l'époque chef de l'État. Il a dit, je propose avec la famille politique qui a remporté l'élection présidentielle, que nous fassions une coalition et non pas une cohabitation. Pour que le peuple se retrouve. Parce que la cohabitation, nous en avons des exemples ailleurs, ce que ça a donné. Et nous qui faisons nos premiers pas dans cette manière de gérer la chose publique, le président de la République a dit tentons et osons la coalition. Et il y a eu les deux familles politiques qui se sont mises ensemble pour élaborer un programme de gouvernance. Ce n'était pas le partage, c'était d'abord un programme de gouvernance commune. Ça a pris du temps, les gens ont crié dans tous les sens. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a dit il n'y a pas longtemps devant la presse. Il a dit il fallait qu'on prenne ce temps. Comprenez que nous étions deux familles politiques qui nous affrontions sérieusement sur terrain. Et là, nous avons décidé de nous mettre ensemble sur une même base idéologique, de dire, allez, nous pouvons gouverner ensemble dans une coalition. Et une coalition, c'est quelque chose que l'on construit. Et donc, il appartient donc au peuple, au lieu de passer du temps dans l'imaginaire, dans le bruit, ce qu'on appelle les rumeurs de la radio-trottoir, que l'on se focalise plutôt sur cette construction de la coalition. Parce que bien souvent, notre pays, nous sommes limités à des concepts sans les intérioriser pour les mettre en pratique. Souvenez-vous de l'indépendance. Au lendemain de l'indépendance que nous voulions tous, nous n'avons pas bien géré et le pays a connu le chaos. C'était des sécessions, quelques jours après la fête de l'indépendance, c'était des mutineries et tout ça, nous l'avons mal géré. Souvenez-vous de la démocratie. En 1990, nous avons connu la même situation parce que nous n'avons pas intériorisé la démocratie. On pensait que la démocratie, ça se limitait à des acteurs, entre guillemets, politiques, de se réveiller un matin, de créer un parti politique et tout. Mais nous ne l'avons pas intériorisé. Mais aujourd'hui, osons la coalition. Osons de nous en imprégner, d'en faire un état d'esprit pour construire sur de nouvelles bases que nous proposent les deux leaders. Les défis sont immenses, mais pas impossible à relever. Parce que si nous nous mettons ensemble, nous allons créer une nouvelle manière de faire de la politique en RDC. Et c'est tout pour tout le bonheur du peuple congolais, n'est-ce pas? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en plein exercice. Déjà, ces mois passés à la tête de la République démocratique du Congo, pouvez-vous l'évaluer? Alors, ma question était surtout de savoir s'il y a eu un pont. Toutes ces actions actuellement, y a-t-il eu un pont? Parce que lui et Kabila, on les appelle partenaires. Oui. Kabila est partenaire de l'actuel régime. Il est partenaire. Étant partenaire, il a quelque chose à apporter.
Il a quelque chose à apporter, il a des conseils, il a des avis à émettre, voilà. Alors, Félix Tshisekedi Tshilombo, est-il en train de réussir, d'être sur de bons chemins? Est-il en train de subir une autre influence qui mènerait en bateau la République démocratique du Congo? Bref, comment évaluez-vous ces quelques mois passés par Félix Tshisekedi? Vous savez, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté pour tout le monde. Pour une fois, on a eu un président sortant avec une équipe sortante et un président entrant avec une équipe entrante. C'est une première. Nous devons entretenir cela, comme ça se fait dans tous les autres pays, en tout cas à démocratie ancrée. Et donc, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire ses premiers pas de premier président de l'alternance pacifique de ce pays. 8 mois après, il est difficile de commencer à l'évaluer. Quand même, il a fait de bonnes actions, le voyons, au niveau politique. Au niveau économique, il y a des choses qui sont en train d'être lancées. Et dans les autres aspects, au niveau diplomatique aussi, il y a les premiers pas donnent de l'espoir. Et nous pouvons l'encourager, nous devons l'encourager, nous devons l'accompagner. Comme le président de tous les Congolais, même ceux qui ne l'acceptent pas, il est le président de la RDC, le seul et unique. En tout cas, la Cour constitutionnelle lui a remis même les symboles de pouvoir. Lorsqu'il y a eu échange, c'était entre le sortant, Joseph Kabila, et lui, l'unique entrant, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, nous devons nous rendre compte que nous sommes à cette étape-là, d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, dans cette charge. L'évaluer, donnons-lui encore du temps. On le voit sur plusieurs fronts à la fois. Et je vous dis, et je l'ai toujours dit, le Congo est un État complexe. Ça ne s'arrête pas qu'entre nous, Congolais. Ça va aussi au-delà, c'est-à-dire dans la région de Grands Lacs, dans le continent africain, mais au-delà même, dans le monde entier. Parce que le Congo, c'est quand même ce pays qui détient encore le patrimoine de l'humanité, qu'est la forêt équatoriale, hein, le bassin du Congo. C'est nous qui entretenons cela. Nous sommes un acteur majeur de l'environnement mondial. Aujourd'hui, on parle du climat à l'ONU. Nous sommes un acteur mondial. Nous sommes un acteur mondial de la technologie de pointe. Vous avez un téléphone, si pas 2 ou 3, j'en ai aussi. La RDC est dedans. Oui. Tout le monde utilise. Tout le monde court derrière les nouvelles productions du téléphone ou de la tablette. Nous sommes dedans. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-Claude Mouewa. En vrai Congolais, vous êtes acteur politique, vous connaissez l'histoire de la RDC, vous avez passé du temps aux côtés d'un homme qui a marqué l'histoire de notre pays, vous connaissez le règne, vous connaissez, pour ne pas exagérer. Pouvez-vous dire quelles sont vos attentes du régime actuel? Qu'est-ce que vous attendez réellement que Fachi réalise? Juste un point. Je vais vous étonner. J'aime pas tellement qu'on parle de régime. Vous avez parlé de régime. C'est un concept, ou c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que est-ce qu'on va dire aujourd'hui que aux États-Unis d'Amérique, ils sont sous le régime de M. Donald Trump? Est-ce que la France est sous le régime d'Emmanuel Macron? Non, c'est un mandat. Un mandat que le peuple congolais a donné à un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et nous lui souhaitons tout le succès, surtout qu'il doit être l'artisan de cette coalition, la mise en pratique de la coalition. C'est vrai, il est épaulé dans cette tâche par le gouvernement, piloté par M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je salue ce choix parce que c'est un homme d'expérience, qui est passé par toutes les générations de ce pays. Il était spectateur peut-être dans les années 60, parce qu'il n'était pas aux affaires. En tout cas, dans les années qui ont suivi, il était professeur d'université, mais aussi serviteur de la nation dans le gouvernement, dans différents gouvernements, et à d'autres fonctions. Et aujourd'hui, les deux, en tout cas le président de la République l'a désigné, après concertation avec le chef de sa famille politique, Joseph Kabila Kabange, pour lui confier les rênes du gouvernement. Et en ce jour, c'est un homme d'expérience qui fera en sorte que sous la direction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la vision
les objectifs et tout ce qui s'est donné comme programme soit mis en branle et que ça donne des résultats. Je ne peux que lui souhaiter tout l'appui de la famille FCC qui est en coalition avec sa famille Cash pour donner à la République une autre manière de gérer, une autre manière de faire les choses. Et pour cela, notre autorité morale, le Raïs Joseph Kabila Kabange, a démontré sa disponibilité à l'accompagner. Et lui-même, d'ailleurs, il a dit plus d'une fois, je peux le consulter en tant qu'ancien chef d'État. Privilège qu'il a et que d'autres n'ont pas eu jusque-là. Voilà, merci mesdames, messieurs. Monsieur Jean-Claude Mouewa, cadre du FCC, ancien diplomate de la RDC, ancien directeur adjoint de la presse présidentielle de l'époque, Joseph Kabila Kabange, était notre invité. Eh bien, nous baissons les rideaux de cette édition d'information. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Retrouvons-nous très prochainement dans un autre numéro de Discasse, cette émission qui vous apporte de la lumière sur tout, alors tout. Restez branchés.